Radio Anthropocène. Et on est toujours en direct sur Radio Anthropocène. J'accueille Juliette Michel pour notre rubrique À l'écoute des sciences. Bonjour Juliette. Bonjour Florian et bonjour à tous. Pour cette rubrique consacrée à la diffusion des savoirs et à ses enjeux, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir en direct et à distance Fabrice Rousselot. Fabrice Rousselot, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de The Conversation, un média indépendant en ligne qui lie l'expertise universitaire et l'exercice journalistique. Vous y proposez donc des articles, mais aussi différents podcasts. Fabrice Rousselot, pourriez-vous nous expliquer un peu la raison des choix de ces différents formats ? L'idée, c'est vraiment de rendre accessible la parole des chercheurs et d'offrir un média qui, en fait, est le premier à partager le savoir. C'est l'idée de départ de The Conversation, c'est parce qu'aujourd'hui on a un réseau de 10 sites web à travers le monde, on travaille en 4 langues, et l'idée de départ, c'est un journaliste britannique qui l'a eu, mais qui était basé en Australie, qui s'est dit, puisqu'il y a de plus en plus de désinformation, puisqu'il y a de plus en plus de fake news et que les gens comprennent de moins en moins, essayons de faire parler des experts sur leur sujet, mais surtout, faisons-les travailler en collaboration avec des journalistes afin que les articles ou les podcasts soient plus accessibles. Donc on a commencé évidemment avec des articles et on a fait des podcasts parce que justement le podcast est un format accessible où le chercheur ou la chercheuse se sent très à l'aise avec les journalistes, et puis qui permet de toucher aussi un public assez vaste. On a un public, nous, et heureusement, et on est très heureux de cela, qui était très jeune, notamment sur les réseaux sociaux et à travers l'utilisation du téléphone. Et puis, on a une newsletter qui touche un public qui peut être un peu plus âgé. Donc, on a vraiment une vaste étendue au niveau de l'audience, un spectre assez important d'audience, et la volonté, encore une fois, de rendre accessible à travers tous les formats. Et je vous livre une petite information. Bientôt, on aura des formats vidéo de façon régulière également, parce qu'en termes de vulgarisation et d'accessibilité, évidemment, la vidéo, ça marche aussi très bien. Eh bien, c'est un scoop que nous avons sur Radio Anthropocène pour vos futurs formats vidéo sur The Conversation. Fabrice Rousselot, on aimerait un petit peu parler maintenant avec vous du fonctionnement de votre média, donc du partenariat avec les universités et du choix du sujet. Comment est-ce que ça marche avec les chercheurs ? Comment est-ce que vous éditorialisez votre ligne ? Alors, la ligne éditoriale, en fait, elle a 2 angles. C'est vraiment analyser l'actualité, c'est-à-dire décrypter au mieux les grands enjeux du monde et essayer de faire en sorte de les faire progresser. Je dis souvent qu'on n'est pas là pour publier des articles ou faire des podcasts sur un site web. On est là pour que ces articles participent au débat public et aient un impact. Donc ça, c'est la première chose. Et l'autre angle de la ligne éditoriale, c'est en fait de mettre en avant l'actualité de la recherche. Et à chaque fois, que ce soit dans la mise en avant de la qualité de la recherche ou dans le décryptage de l'actualité, on essaie vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, d'avoir des articles qui sont là pour vous aider à mieux comprendre, qui sont là pour décrypter. Alors on reste humble, on est tout en toute humilité, et on n'est jamais dans la news ou l'actualité immédiate. Nous l'avons fait pour beaucoup d'entre nous journalistes dans d'autres médias, et ces médias-là existent. On est vraiment dans le décryptage. Donc c'est vrai que c'est un exercice qui, au quotidien, est un petit peu n'est pas simple, parce que ça veut dire qu'il faut réfléchir, et surtout qu'il faut anticiper ces sujets qui potentiellement ont une résonance, permettent de réfléchir et permettent d'apporter une pierre au débat public, et puis d'écarter et de sélectionner plein de choses, parce que on écarte évidemment beaucoup de sujets. On ne peut pas traiter toute l'actualité, on est un média généraliste, mais on ferait des vraies sélections, et puis on discute beaucoup entre nous, on discute des angles, et surtout, et ça c'est au centre du modèle de Conversation, il y a des discussions qui peuvent durer quelquefois plusieurs jours avec les chercheurs sur comment on angle les articles, comment justement on va apporter un angle qui ne se trouve pas sur un autre média, et comment avec cet angle-là, avec la façon dont on aborde le sujet, en le rendant accessible, eh bien on arrive encore une fois à mieux comprendre le sujet et peut-être à pousser la réflexion un peu plus loin. Et justement, vous nous parlez de votre rôle dans l'accompagnement des sujets qui sont abordés par la recherche scientifique. Comment est-ce que vous avez vu évoluer ces sujets-là ? Et puis du coup, comme vous l'avez entendu, on est sur Radio Anthropocène. Comment est-ce que la place du changement global et donc de l'Anthropocène se sont immiscées dans ces recherches ? Comment vous avez vu cette évolution se faire ? Il y a 2 choses. C'est que ce qui est clair, c'est que je dis toujours, il y a une trentaine d'années,
peut-être que le modèle de conversation n'aurait pas marché. C'est-à-dire que je pense que les chercheurs ou les chercheuses à l'époque n'avaient pas forcément envie justement d'entrer dans ce débat public et d'impacter peut-être les citoyens dans son ensemble. Or, ça c'est la mission de conversation. La mission de conversation telle que initialement évoquée, c'était de faire le lien entre la recherche, les citoyens et les décideurs, pour le dire vite. Et donc ça, c'est l'un des premiers éléments, c'est que en fait, les chercheurs aujourd'hui et les chercheuses ont cette volonté d'entrer dans le débat public, donc de produire de la recherche qui a un impact et qui est utile entre guillemets et sur lequel qui nous permet de mieux réfléchir au monde. Et donc ça, comme je disais, c'est le premier angle, le premier aspect de la réponse à votre question. Et le deuxième aspect, j'allais dire, il en découle, c'est que tout d'un coup, on se rend compte que le chercheur, eh bien oui, s'empare de sujets qui sont des sujets société, des sujets de changement, des changements globaux. Alors, on peut parler évidemment de tous les changements et toutes les transitions qui existent, qu'elles soient environnementales, sociétales, économiques, etc. Mais de fait, parce que le chercheur, j'allais dire, est descendu de sa tour d'ivoire, et tant mieux, The Conversation y a contribué, eh bien on arrive justement à mesurer un peu plus directement l'impact de la recherche sur le monde d'aujourd'hui. J'allais dire, l'un des exemples évidents, c'est évidemment ce qui s'est passé durant la crise du Covid et de la pandémie, où tout d'un coup, le citoyen en tant que tel a vu quel était l'impact de la recherche sur un phénomène mondial qui a bouleversé la planète en quelques mois. Donc on est nous aussi dans cette démarche-là où on sait très bien que l'homme, l'humain, etc. a un impact important, il y a une responsabilité qui vient avec cette réflexion-là, et on met tout ça au cœur de nos publications, de nos podcasts, bientôt de nos vidéos, avec cette envie justement à chaque fois d'aller un peu plus loin, de faire en sorte que notamment les jeunes générations aient de la substance pour mieux réfléchir à ce qui va arriver dans les prochains mois, dans les prochaines années, dans les prochaines décennies. Et du coup, pour reprendre vos termes, cette descente de la tour d'ivoire des chercheurs, comment vous l'accompagnez, comment fonctionne formellement cet accompagnement en écriture? Parce que on voit bien que le vocabulaire, les codes de l'écriture scientifique ne sont pas les codes de l'écriture journalistique. Et j'imagine que c'est là une matière à discussion entre vos équipes et les chercheurs avec lesquels vous collaborez. Merci de cette question, parce que ça, on est au cœur du modèle de The Conversation, c'est cette collaboration entre le chercheur et le journaliste, elle est de tous les instants. Alors, quand on s'est lancé, nous, la version française, on s'est lancé en 2015. Là, c'était encore c'était évidemment bien plus compliqué qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a presque 8 ans, mais en septembre 2015, quand on s'est lancé, on a appelé des chercheurs, ils ne comprenaient même pas ce qu'on voulait faire. C'est-à-dire qu'on leur expliquait qu'on voulait, qu'ils collaboraient avec eux, ils nous disaient, mais pour faire quoi, mais pour qui, mais non, j'ai pas envie, et voilà, et certains, eux, ont compris, et puis c'est parti, etc. Et aujourd'hui, voilà, on travaille avec plus de 10 000 chercheurs en France, donc et dans le réseau, c'est 200 000 chercheurs, donc ça fait quand même beaucoup de gens qui ont bien compris. Mais par contre, cette collaboration-là, elle est, comme je disais tout à l'heure, de tous les instants. C'est-à-dire que c'est vraiment des discussions à la fois sur la structure des articles, sur la façon dont ils sont écrits, sur les termes compliqués, sur la façon de mieux présenter les articles, de les angler, comme je disais tout à l'heure, de trouver un angle qui permet comme ça d'avoir une idée ou 2 idées, mais pas d'en avoir 25. Et puis, sachez qu'à The Conversation, on ne fait pas que collaborer avec les chercheurs et les chercheuses, mais on fait aussi des ateliers d'écriture, par exemple. Et donc, ça, c'est très utile. C'est-à-dire qu'on va auprès des universités qui sont partenaires et qui sont membres du réseau The Conversation. Et puis, on explique justement quelles sont les structures à respecter, comment on peut vulgariser ces articles, comment. Et donc, tous ces process-là, évidemment, ils nous servent au fil des ans, puisque la plupart des chercheurs qui travaillent chez nous, en tout cas un bon nombre, ont été formés, ont compris les codes. Et maintenant, comme je le disais tout à l'heure, c'est un peu plus facile qu'il y a 8 ans. Mais au tout début, vous avez raison, c'était pas simple du tout. C'est-à-dire que il y avait des gens qui avaient une bonne volonté, qui voulaient le faire, mais qui ne savaient pas le faire. Et donc, il a fallu discuter, réécrire, rediscuter. Chez nous, c'est toujours le chercheur qui valide l'article. C'est-à-dire qu'on ne peut pas publier un article sans que le chercheur ait appuyé sur un bouton. On a aussi, ça c'est un côté technique, mais ça va vous intéresser, c'est-à-dire que quand je parle de collaboration et d'édition sur les articles, c'est qu'en fait, on a un back-office, donc un outil, un CMS, un outil de notre site qui est très, très performant, où les journalistes et les chercheurs peuvent travailler de commun sur l'article.
et en voyant les apports des uns des autres. Donc on a tous ces outils-là qui existent. Quelquefois, ça peut se faire en une journée, quelquefois ça peut se faire même en 3 heures, parce que il y a des chercheurs qui ont évidemment l'habitude de travailler avec nous, mais quelquefois ça peut prendre un mois de travailler sur un article. Et ça pose également la question du fact-checking. Vous, en tant que journaliste, comment est-ce que vous avez la capacité de juger de la validité en fait de ce qui est écrit par des scientifiques et du coup forcément plus experts que les journalistes présents dans le domaine sur lequel ils publient? Tout à fait. Alors nous on a une espèce de système de validation, j'allais dire interne entre guillemets, qui fait que c'est vrai que déjà on a des journalistes comme experts, donc ça c'est nécessaire. Hein. Si vous n'avez pas un journaliste expert dans son domaine, si vous n'avez pas un journaliste expert, par exemple dans la santé, il peut pas tenir une conversation intelligente avec un virologue, un immunologiste, etc. Donc ça c'est la première chose. Mais de fait, on a aussi dans notre réseau la façon dont le site est construit. Il y a une validation de toutes les publications des auteurs, de leur domaine de recherche, sur quoi ils ont travaillé, etc. Ce qui nous permet comme ça, nous, et ça c'est un travail encore une fois qui est assez lourd, mais qui fait partie de notre quotidien, eh bien d'aller justement s'enquérir des écrits, des publications des chercheurs et de faire en sorte que la conversation soit d'un excellent niveau. Et si jamais on a des doutes sur tel ou tel passage ou des interrogations, là de nouveau c'est un dialogue avec le chercheur lui-même qui permet de les lever. Comme je disais tout à l'heure, on travaille avec entre 180 000 et 200 000 chercheurs dans le monde. Je crois qu'il n'y a pas eu il y a eu un souci il y a très très longtemps en Australie où un chercheur, pour le dire vite, avait changé d'université, n'avait pas précisé et avait changé de spécialité, qui avait posé quelques problèmes, mais on n'a pas eu de souci, jamais eu un souci majeur, pas de souci du tout sur une quelconque crédibilité d'un article, sur les données d'un article. Par ailleurs, sachez qu'on vérifie toutes les données des articles, qu'on y met des liens qui sont reliés à des recherches. Donc, il est évident que, par exemple, quand quelque chose est affirmé, eh bien, avec le chercheur et aussi c'est le travail journalistique, on ajoute un lien hypertexte qui permet de comprendre et puis de confirmer l'affirmation qui est faite. Donc, tout ce système-là fait que, au final, comme j'ai dit tout à l'heure, et c'est important puisque c'est au cœur de notre crédibilité, on n'a pas de problème du tout en termes de vérification d'informations. Alors quelquefois il y a une erreur, évidemment, comme tout le monde, on fait des erreurs ou des choses comme ça, mais c'est très très rare. Et honnêtement, jusqu'à présent, et je pense que ça tient aussi à la confiance qui existe entre les chercheurs et les chercheuses et les journalistes de The Conversation. Cette confiance-là fait que, au final, voilà, on est confiant à 200% sur les contenus qu'on publie au quotidien, et on publie quand même entre 10 et 15 articles tous les jours, ce qui n'est pas rien pour des articles justement d'analyse et d'anticipation et de meilleure compréhension des grands sujets. Hein. On est généraliste, donc on publie autant d'éducation, de la santé que de la politique internationale, de la société ou encore des sciences. Fabrice Rousselot, vous le redisiez, vous êtes donc un média généraliste, un média indépendant, et du coup il nous semblait intéressant de vous interroger sur le modèle économique de The Conversation et de comment tout ça fonctionne pour justement donner l'accès au plus grand nombre à vos articles, votre podcast, etc. Écoutez, j'allais dire, le modèle éditorial est unique puisque ce modèle de collaboration entre recherche et journalisme n'existe pas, et le modèle économique est unique parce qu'on est en fait tous sous forme d'association. Donc, on est un média associatif en France, loi 1901, mais c'est le cas de toutes les autres éditions de Conversation à travers le monde. On est gratuit et sans publicité. Et donc, quand on dit ça, on nous pose exactement la question que vous venez de poser. C'est mais attendez, si vous êtes une associative gratuite sans publicité, comment vous vivez? Et c'est assez simple. On a entre 3 et 4 grandes sources de revenus. La première, c'est tout simplement que, comme on est une association, les universités qui nous rejoignent cotisent au modèle et cotisent à The Conversation. Donc ça, c'est évidemment, ça nous aide à travailler au quotidien. La deuxième chose, c'est que on a beaucoup de fondations, notamment des fondations internationales, mais pas que, qui sont intéressées parce que justement, ils voient l'intérêt de mettre en avant des contenus d'expertise par rapport à tous les phénomènes dont on parlait tout à l'heure de désinformation. Et elles aussi nous soutiennent, sans nous demander quoi que ce soit en contrepartie, mais voilà, elles nous soutiennent parce que elles estiment que cette mission est une mission d'importance. On a ponctuellement
des aides ou des subventions, comme vous pouvez l'entendre, de certains des ministères, par exemple de l'éducation supérieure, de la recherche, sur des projets fléchés, comme la fête de la science, qui met en avant les chercheurs. Donc, on travaille sur des contenus pour mettre en avant la recherche française. Donc ça arrive également. Et puis, on a une grosse satisfaction avec Conversation, et notamment du côté français, c'est que on a réussi à quand même à créer un petit écosystème où on a les auteurs, donc la recherche, les journalistes, mais aussi notre public. On a un public fidèle et des lecteurs fidèles parce qu'ils se rendent compte de la plus-value de Conversation au quotidien. Et ce public-là, parce que justement, on avait ce public fidèle-là, il y a 3-4 ans, on a lancé des campagnes de dons. On a une campagne de dons annuelle, et ces campagnes de dons représentent aujourd'hui à peu près 15 à 20% de notre chiffre d'affaires. Donc on se rend compte que c'est des sommes importantes. Eh bien, merci beaucoup Fabrice Rousselot d'avoir accepté notre invitation. On est un petit peu pris par le temps, on s'en excuse. Je rappelle que vous êtes directeur de rédaction du site theconversation.com, dont j'invite tous les auditeurs à aller consulter pour y découvrir tous vos contenus. À très bientôt sur Radio Anthropocène. Et s'il vous plaît, abonnez-vous, c'est gratuit. Un newsletter, tout est gratuit. Voilà. Merci beaucoup, bonne soirée. Au revoir. Radio à l'école de l'Anthropocène. La machine a suscité des idées.